Bonjour et bienvenue dans la psy du futur. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo importante parce qu'on va voir comment trouver un psy et de préférence un bon psy. C'est parti! Je vais vous dire la vérité, j'ai mis du temps avant d'accepter que j'avais besoin d'aide. Mais maintenant que j'ai enfin accepté que j'avais peut-être besoin d'aller voir un psy, en fait je suis perdue. À la fois il y a trop de choses, je sais pas où donner de la tête, et en même temps, il y a rien, il y a pas d'infos, il y a personne qui est disponible. Donc j'aimerais bien en savoir plus. Avant de commencer, il est absolument indispensable que je précise une chose, c'est que cette vidéo sera imparfaite parce que la situation de l'offre de soins en santé mentale en France est extrêmement compliquée. Ça, c'est un fait. Elle est compliquée parce qu'il y a un manque de structures d'accueil, un manque de disponibilité au sein de ces structures, un manque de professionnels en général, et parfois même lorsque vous êtes suivi, le travail qui est fait peut ne pas correspondre à vos attentes pour diverses raisons, souvent à cause d'un manque de moyens dans les structures de soins publics, mais aussi à cause parfois de problèmes structurels dans la façon d'envisager la santé mentale. Ouais, c'est pas la joie quoi. Le but de cette vidéo est donc d'apporter des solutions imparfaites à une situation qui est imparfaite, c'est-à-dire de trouver des solutions concrètes malgré la réalité des limites existantes. Je vais essayer de vous expliquer comment trouver un psy en pratique lorsqu'on en a besoin maintenant sur le court terme, dans des circonstances qui sont ce qu'elles sont et qu'on ne peut effectivement pas changer sur le court terme. En fait, le truc c'est que moi, il y a aussi un truc qui me rebute, c'est genre d'aller voir un psy et qu'il cherche pas à me comprendre mais qu'il me file juste des médocs. Ou alors pire, que genre il me juge. En fait je sais pas si on peut leur faire confiance les psys. Et oui je comprends, ce sont des peurs qui sont légitimes. Alors si vous êtes en souffrance et que vous avez besoin de trouver de l'aide maintenant, on va voir comment s'en sortir au mieux. Alors pour commencer, il faut d'abord que je vous explique de quoi se constitue l'offre de soins en santé mentale en France. Alors il faut savoir que l'offre de soins publics en santé mentale en France est sectorisée, c'est-à-dire que tout le territoire français est divisé en secteurs et en fonction de l'endroit où vous habitez, vous dépendez forcément d'un secteur. Et dans ce secteur, il y a une offre de soins publics en santé mentale qui est gratuite et accessible à tous et qui normalement devrait pouvoir couvrir tous les besoins de cette aire géographique. Tout le monde est accueilli et ces structures de soins ne peuvent en théorie refuser personne, sauf que évidemment en pratique ce n'est pas le cas puisqu'il n'y a absolument pas suffisamment de moyens et de personnel pour couvrir absolument tous les besoins en santé mentale de l'aire géographique. Donc en pratique, si vous vous dirigez vers les structures de soins publiques en santé mentale, il est très possible, si on estime que vous avez des troubles entre guillemets dits légers, et ce n'est pas pour minimiser vos problèmes de santé mentale, mais par rapport à d'autres maladies qui sont beaucoup plus invalidantes, il est très possible qu'on vous dise qu'il est mieux pour vous de vous diriger ailleurs parce que actuellement les listes d'attente pour avoir accès à un suivi ou à une thérapie sont extrêmement longues. La première chose qu'il y a, c'est l'hôpital public. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler d'hospitalisation, on va voir comment trouver un psy pour avoir un suivi en ambulatoire, en consultation. Mais sachez que dans les services hospitaliers de psychiatrie, il y a également des suivis en ambulatoire, même si effectivement il y a peu de disponibilité et que en plus il faut dire que l'offre est très inégalitaire en fonction du territoire. Effectivement, si vous habitez à Paris ou en région parisienne, vous allez avoir accès à plusieurs hôpitaux publics et hôpitaux universitaires, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura énormément de disponibilité pour autant, mais ce sera effectivement différent que si vous habitez dans une autre région où il n'y aura qu'un hôpital public psychiatrique. Ça peut valoir le coup de se renseigner pour voir s'il y a des disponibilités et si vous pouvez être inscrit sur liste d'attente. Et même si dans les autres régions il y a moins d'offres, il n'empêche qu'elles existent et que ça vaut aussi le coup d'envisager cette option de se renseigner. Ce qui est intéressant également dans le fait de faire cette démarche, c'est que ces structures de soins publics, même si elles ne peuvent pas vous recevoir sur le court terme, c'est qu'elles disposent souvent d'un certain nombre d'informations
d'un certain savoir sur la région en question et elles pourront éventuellement vous informer et vous orienter vers d'autres endroits dans votre région. Dans les soins psychiatriques publics, il y a également les CMP, centres médico-psychologiques. En gros, les deux organes vraiment très importants dans votre secteur psychiatrique, c'est l'hôpital avec le service de psychiatrie et le CMP, le centre médico-psychologique, qui s'occupe du suivi à l'extérieur, de tout ce qui n'est pas hospitalisation, on appelle ça l'ambulatoire. Donc un CMP, c'est un centre spécialisé en santé mentale dans lequel travaille une équipe pluridisciplinaire. Donc vous y trouvez des psychiatres, des psychologues, des infirmiers et infirmières, mais également des acteurs médico-sociaux comme par exemple une assistante sociale et souvent d'autres professionnels encore. Les soins y sont totalement gratuits et effectivement les listes d'attente y sont souvent interminables. Mais encore une fois, ça peut valoir le coup de s'y renseigner parce que ça fait partie des missions du CMP d'accueillir les personnes qui ont des difficultés de santé mentale sur leur secteur et au moins de les orienter et de les informer. Dans l'offre de soins publics, il existe également les XAPA. En gros, les XAPA, on pourrait dire que c'est comme un CMP sauf que c'est spécialisé dans les addictions. C'est également totalement gratuit, il y a également divers professionnels de santé qui y travaillent. La différence, c'est que vraiment les soins vont être ciblés sur les problématiques d'addiction. Donc si vous êtes concerné par les addictions, c'est vraiment le premier endroit où aller. Et étant donné qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent à la fois d'addiction et de problématiques de santé mentale, il faut savoir que les personnes qui travaillent là-bas ont quand même l'habitude qu'il y a des psychiatres, des psychologues qui sont spécialisés en addictologie mais qui connaissent quand même les troubles de santé mentale. Et parfois, si vos addictions sont au centre de votre problématique mais qu'à côté il y a également d'autres types de souffrances, ça peut être suffisant d'avoir un suivi en XAPA ou du moins ça peut être une porte d'entrée vers les soins. Ensuite, si vous êtes étudiant, n'oubliez pas de regarder ce qui est proposé au niveau de votre fac. En effet, dans les universités, il y a souvent une offre de soins, une offre de soutien psychologique aux étudiants. Ce soit en plus des suivis gratuits, donc ça peut être une bonne option et ça peut vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Maintenant qu'on a vu les grands éléments de l'offre de soins publics, qui est donc totalement gratuite mais qui a l'inconvénient d'être très bouchée, on va voir l'autre partie qui est celle du libéral et des soins privés. Donc là, il va y avoir plus de disponibilité, même si ça peut être quand même compliqué de trouver des professionnels, parce qu'on ne peut pas exactement dire qu'il y ait une surpopulation de psychiatres et de psychologues, et au niveau des tarifs, il va y avoir des choses très variables. La question en libéral, ça va être plutôt vers qui se tourner et comment trouver quelqu'un qui peut nous correspondre. Alors là, ça va être un travail de recherche. La première chose, évidemment, c'est souvent le bouche à oreille. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu affaire à un professionnel, un psychiatre ou un psychologue avec qui ça s'est bien passé et qui vous le recommande, ça ne veut pas forcément dire que ça va vous correspondre à vous aussi, mais c'est quand même quelque chose qui va être de nature à vous rassurer. Souvent, la première chose qu'on fait, c'est tout simplement une recherche sur internet, en recherchant un endroit qui soit pratique pour vous y rendre et dans des tarifs qui sont dans vos possibilités. Et vous avez également des plateformes comme Doctolib qui répertorie les médecins, donc les psychiatres, mais également d'autres professionnels comme les psychologues, dans laquelle il n'y a pas tous les professionnels qui sont inscrits, mais qui représentent quand même une bonne base de données. En plus, la description du professionnel est quand même bien faite parce qu'il y a plusieurs catégories avec la présentation de la personne, son approche, ses études, ses tarifs, ses disponibilités, donc ça vous donne quand même de nombreux éléments pour faire votre choix. Et ensuite, quand même, n'oubliez pas que la première chose lorsque vous cherchez un professionnel en libéral, c'est de vous adresser à votre médecin traitant. Votre médecin généraliste, c'est son travail de vous orienter. Donc si vous n'allez pas bien au niveau de votre santé mentale, que vous ressentez le besoin d'être suivi, il est totalement normal de s'adresser à lui en premier. En général, il a quand même un répertoire de confrères, de collègues qui sont à proximité et à qui il peut avoir l'habitude d'envoyer des patients. Donc si vous êtes complètement perdu, demandez-lui de vous aiguiller. Et enfin, n'oubliez pas de penser aux téléconsultations qui existent quand même déjà depuis un certain temps, mais depuis un an avec la pandémie, ça a complètement explosé. Les plateformes de téléconsultation qui existaient déjà se sont encore plus développées, de nombreux professionnels se sont inscrits dessus. Ce sont souvent des options qui sont moins chères et qui permettent quand même une grande accessibilité parce que vous pouvez le faire depuis chez vous, donc quels que soient vos horaires de travail ou l'endroit où vous habitez, vous pouvez trouver quelque chose qui vous corresponde, même si effectivement ce n'est pas tout à fait la même chose de voir quelqu'un de manière virtuelle et d'avoir un suivi
suivi en présentiel. Pour certaines personnes, ça ne va vraiment pas être suffisant, il va y avoir un manque, alors que pour d'autres, ça peut en revanche quand même être plus facile de voir quelqu'un par visioconsultation, moins impressionnant, moins angoissant, donc ça reste complètement une option à envisager. Jusqu'à présent, j'ai parlé de psy sans plus de précision, mais effectivement, lorsque l'on cherche un psy, il est important de savoir de quel type de psy on a besoin et du coup de connaître la différence entre les différents types de psy. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo qui est sortie à ce sujet pour connaître la différence entre les psys, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, etc. Mais je vais faire un rapide rappel ici. Vous avez en gros le psychiatre qui est un médecin et qui aura la possibilité de vous prescrire des médicaments si c'est ce dont vous avez besoin, qui est surtout spécialiste des maladies mentales. Vous avez le psychologue qui en général en libéral fait de la psychothérapie ou du moins du soutien psychologique. Vous avez les psychothérapeutes qui sont toujours des psychiatres ou des psychologues mais qui en plus ont été formés à la psychothérapie et en général à un ou plusieurs types de psychothérapie. Mais ce qui est important de dire dans cette partie, c'est que toutes les personnes se présentant comme des professionnels proposant des psychothérapies, proposant un accompagnement avec un travail sur soi, ne sont pas forcément tous des professionnels de la santé mentale reconnus et certifiés. En gros, s'il n'est pas indiqué explicitement que le professionnel est ou psychologue ou psychiatre, qui sont des titres et des diplômes protégés, il faut faire attention. Vous avez des tas d'appellations qui existent et qui, lorsqu'on n'est pas familier avec ce domaine, peuvent complètement nous laisser dans le flou. Vous avez de nombreux termes avec le mot psy et des constructions parfois assez originales qui sont utilisées, ce qui fait que vous pouvez sincèrement croire que vous avez face à vous un professionnel de la santé mentale qui a été certifié, alors qu'en fait vous avez quelqu'un qui a été formé dans une école privée, voire qui n'a pas été formé, et qui va jouer un petit peu sur ce flou. Vous allez également parfois être confronté à des coachs qui vont vous proposer des accompagnements dans certaines problématiques de vie, mais vous devez savoir que toutes ces appellations-là ne sont absolument pas réglementées, qu'il n'y a aucune régulation et que vous n'avez aucune certitude que la personne ait été formée, et même lorsque ces personnes ont fait des écoles, ont suivi des formations, ce ne sont pas des formations qui sont reconnues par l'État. Il n'est pas question dans cette vidéo de faire un débat sur la légitimité de ces personnes à proposer des accompagnements en santé mentale. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'aborder la pertinence ou non d'étendre l'exercice de la psychothérapie ou tout autre accompagnement en santé mentale à des personnes n'étant ni psychologues ni psychiatres, ce qui est par ailleurs une question très intéressante. Nous prendrons pour sûr le temps de le faire dans une vidéo dédiée, mais dans tous les cas, quelle que soit son opinion, il nous semble indispensable de clarifier ce point auprès du public. Il existe un flou autour de ces pratiques-là dont certaines personnes peuvent profiter. Si vous voulez faire une psychothérapie, si vous voulez un suivi avec un psychiatre ou un psychologue, faites bien attention à l'appellation que se donne la personne que vous rencontrez dans ce but. Sachez que seuls les professionnels qui sont psychologues ou psychiatres avec plus ou moins la casquette de psychothérapeute, que seuls eux peuvent avoir, sont les seuls qui ont une profession réglementée et reconnue par l'État. Une petite astuce, si vous êtes perdu et que vous êtes intéressé par un professionnel mais vous n'arrivez pas à savoir s'il est reconnu officiellement comme un psychothérapeute, comme un professionnel de la santé mentale, il suffit de lui demander dès le premier contact avec lui ou elle s'il a un numéro ADELI. En effet, s'il possède ce numéro, ça veut dire qu'il a été reconnu comme professionnel de santé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est donc un gage de sérieux et de déontologie. Une fois que vous savez plus ou moins quel type de professionnel vous voulez, il y a encore une autre question qui se pose et qui en plus est importante, c'est de quel type de psychothérapie avez-vous besoin? Quel est le courant théorique qui va vous correspondre le mieux? Vous avez déjà dû entendre parler de psychanalyse, de TCC, il existe plein de types de courants théoriques. Et quand on est juste pas bien et qu'on a juste envie d'avoir de l'aide, c'est hyper compliqué de savoir de quoi on a besoin. Et effectivement, encore une fois, c'est compliqué de vous expliquer ça en quelques phrases. Saviez-vous qu'il existe plus de 400 types différents de psychothérapie? En effet, il peut paraître compliqué de s'y retrouver dans toute cette diversité. Sachez que nous prendrons le temps d'expliquer plus en détail quels sont les grands types de psychothérapie dans des vidéos dédiées. Nous allons tout de même, dans cette vidéo, vous donner quelques indications pour connaître quels sont les grands courants qui sont représentés en France et comment s'y retrouver.
La première chose qui me semble quand même importante à savoir lorsqu'on n'y connaît rien et qu'on va voir un psy pour la première fois, c'est de connaître quand même les TCC, thérapie cognitive et comportementale. Et pourquoi je parle des TCC en premier? Parce que tout simplement, c'est l'approche théorique qui se base sur des preuves scientifiques. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour dénigrer les autres types d'approches et les autres thérapies, mais c'est que les TCC sont vraiment les thérapies qui ont cherché à objectiver et à montrer leur efficacité. C'est-à-dire qu'au cours de la recherche, il a fallu prouver pour ces thérapies, premièrement, forcément, qu'elles ne faisaient pas plus de mal que de bien aux patients et qu'elles apportaient des améliorations qu'on a essayé au maximum de pouvoir mesurer. Donc lorsqu'on n'y connaît rien, qu'on ne sait pas vers quel type d'approche on veut se tourner, il me semble bien de commencer par une approche qui a été prouvée scientifiquement. Et ça ne veut pas dire que toutes les thérapies qui n'ont pas été prouvées scientifiquement ne peuvent pas avoir d'effets bénéfiques. Pour plein de raisons, il est compliqué de mettre en évidence scientifiquement, avec une démarche scientifique rigoureuse, les effets bénéfiques des différents types de psychothérapie. C'est possible, ça a déjà été fait, mais c'est sûr qu'il y a des limites. Mais cependant, dans l'immense majorité des études qui ont été faites pour chercher à prouver l'efficacité des différents types de psychothérapie en fonction des différents types de pathologies psychiques, c'est quasiment tout le temps les TCC qui se sont démarqués par rapport aux autres types de psychothérapie et qui avaient un effet bénéfique supérieur aux autres. Ça me semble ce qu'il y a de plus éthique et de plus déontologique d'orienter quelqu'un vers l'approche qui a été le plus validée scientifiquement par rapport aux autres lorsque cette personne est en difficulté mais n'a pas encore de préférence particulière, tout simplement parce qu'elle n'a pas les connaissances pour. Ça ne veut pas dire que les TCC conviendront à tout le monde. Il y a des gens qui essayent les TCC et puis qui par la suite finalement se retrouvent plus dans d'autres types d'approches, mais cependant, selon les données de la science, ça reste l'approche qui aide le plus souvent les gens par rapport aux autres approches. Ça me semble important que vous ayez au moins cette notion-là. Donc lorsqu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, lorsqu'on veut travailler sur sa problématique directement et que de préférence on veut plutôt faire un travail à court ou moyen terme, lorsqu'on préfère qu'il y ait des preuves scientifiques, dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers un thérapeute qui a une approche TCC. L'autre grande approche à laquelle vous allez être confronté si vous cherchez un psy, ça va être la psychanalyse. La psychanalyse va être intéressante pour des personnes qui ont des difficultés mais qui ne sont pas en crise en ce moment et qui voudraient faire un travail sur soi en abordant en profondeur certains éléments de leur passé. Cette approche peut être intéressante, par contre ce qui me semble vraiment important c'est que vous sachiez en quoi ça consiste avant d'y aller, parce qu'en effet, si on recherche quelque chose de différent, par exemple d'être aidé rapidement et qu'on se retrouve dans une psychanalyse qui va peut-être durer beaucoup de temps ou qui ne va pas directement aborder les aspects qu'on aimerait aborder, on peut se retrouver en souffrance. Alors que quand on est au courant et que c'est ce qu'on recherche, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, il est important de savoir qu'il y a une grande différence entre les cures psychanalytiques telles qu'elles ont été imaginées par Freud et les professionnels, psychiatres, psychologues qui sont dits d'orientation psychanalytique. En effet, dans ce deuxième cas, ça veut juste dire que c'est leur grille de lecture, leur système de référence, mais qu'ils restent avant tout psychiatres ou psychologues. La psychanalyse est en ce moment très critiquée et sur de nombreux points, ces critiques sont fondées. Mais encore une fois, dans une volonté de rester pragmatique, si l'on retire de sa recherche tous les psychanalystes et tous les professionnels qui sont d'orientation psychanalytique, il ne va pas forcément vous rester énormément de monde en France, déjà qui manque de professionnels. Comme chez tous les êtres humains, il y a des personnes avec de bonnes intentions, des personnes qui sont bienveillantes et des personnes qui sont critiquables. Donc de toute façon, un professionnel de santé qui a été formé, quelle que soit son approche théorique, même si ce n'est pas forcément celle qui vous correspond le mieux, ce qui est le plus important, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec cette personne. Moi par exemple, je ne suis pas psychanalyste et ce n'est pas du tout ma grille de lecture, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec des professionnels qui étaient d'orientation psychanalytique et c'était tout simplement de bons cliniciens, des personnes qui avaient de l'expérience, qui étaient bienveillantes et qui aidaient les patients. Donc il ne faut pas non plus avoir peur de toute personne qui est d'orientation psychanalytique juste parce qu'il y a des critiques fondées à faire à la psychanalyse. Je vous dirais qu'il y a deux choses qui sont des gages de qualité, ce sont les qualités humaines de la personne, sa bienveillance, ses capacités d'écoute, sa capacité à vous mettre à l'aise et son expérience.
Une personne qui a beaucoup d'expérience dans une pathologie, qui a eu beaucoup de patients, qui a une grande expérience clinique, dans tous les cas, quelle que soit son orientation théorique, il y a de fortes chances qu'elle ait développé des compétences qui vont vous aider dans vos difficultés. Ouais d'accord, mais alors là attention, parce que c'est pas parce qu'on est un vieux monsieur qu'on a forcément plein d'expérience, et c'est pas parce qu'on est une jeune femme qu'on a aucune expérience et qu'on est teubé. Et oui, tu fais bien de le préciser, parce que n'oubliez pas que les psys, comme tout le monde, peuvent commencer leurs études très jeunes, et que l'on peut déjà être diplômé depuis plusieurs années et avoir de l'expérience, même si on est jeune. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens qui commencent des études de psycho et qui sont sur les bancs de la fac alors qu'ils ont les cheveux blancs. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un professionnel qui a de l'expérience et qui a l'habitude de recevoir des patients qui ont la même problématique que vous aura forcément plus de chances d'avoir de la nuance et de la pertinence pour vous aider au mieux. Enfin, il faut savoir qu'il existe toute la famille des thérapies qui s'intéressent aux problématiques qui existent dans un groupe et pas juste dans un individu, c'est-à-dire les thérapies familiales et les thérapies systémiques. Et puis on peut aussi parler des thérapies interpersonnelles qui font pas partie des thérapies systémiques mais qui vont vraiment mettre l'accent sur son interaction entre soi et les autres. Donc lorsqu'il y a une problématique qui vous semble toucher pas seulement vous mais peut-être le couple ou alors la famille ou un groupe de personnes, pensez aux thérapies systémiques. Si vous allez voir un psychiatre, sachez quand même de toute façon que lors d'une première fois, son approche de psychiatre est plus importante finalement que son courant. C'est un médecin et dans un premier temps, il va diagnostiquer, faire l'évaluation de vos troubles. Si vous allez voir un psychologue, il est vrai que son approche va avoir une plus grande importance, notamment lorsqu'il fait de la psychothérapie, mais le principe reste le même. Ça reste un professionnel formé à recevoir la souffrance en santé mentale. Bon alors on a juste effleuré la question jusqu'à présent, mais il y a évidemment un aspect important et c'est l'aspect financier. Alors oui, souvent avoir un suivi, faire une psychothérapie, ça va vouloir dire un certain coût financier. Lorsqu'on est dans le public, on peut avoir en général des prises en charge qui sont totalement gratuites, mais on l'a vu, le public a ses limites en termes de disponibilité. Bon, il y a un premier blocage qui est du fait de mettre de l'argent dans quelque chose qu'on a déjà du mal à faire, on a déjà du mal à accepter d'aller voir un psy, de s'occuper de sa santé mentale, alors en plus s'il faut payer, ça met un blocage supplémentaire. Mais il faut savoir que payer une psychothérapie, ça fait partie d'un investissement que l'on fait sur sa santé. C'est un investissement non négligeable, mais tout comme vous auriez investi de l'argent dans votre santé physique parce que c'est tout simplement indispensable, c'est la même chose pour la santé mentale et le but c'est que ça vous fasse gagner du temps. Dans le cadre du suivi avec un psy, ce n'est pas un produit qui vous est vendu, c'est un soin. Donc ça fait partie de la déontologie des psys de ne pas vous faire payer quelque chose dont vous n'avez pas besoin, de ne pas faire durer une psychothérapie plus longtemps qu'elle ne doit durer et de ne pas vous facturer des honoraires qui soient excessifs par rapport à la prestation et au travail que vous allez faire. Ce qui n'est, soit dit en passant, pas du tout le cas par exemple pour les coachs qui sont vraiment dans un processus de vente et qui essayent de vous vendre un produit en général à des tarifs bien plus élevés. Mais alors même si on accepte d'investir sur sa santé, évidemment si on n'a pas beaucoup de moyens, on va pas pouvoir le faire à tous les tarifs. Donc ça va être un critère dans votre recherche de professionnels. Mais sachez cependant que de nombreux psychiatres et psychologues pratiquent ce qu'on appelle les tarifs adaptables. C'est-à-dire qu'ils ont des tarifs de base qu'ils peuvent inscrire par exemple dans leur cabinet ou sur leur page web, mais qu'ils peuvent s'adapter en fonction des difficultés financières des patients. C'est quelque chose qui est totalement éthique puisque le fait de faire payer un tarif de base des gens qui en ont les moyens, mais un tarif qui reste non excessif, leur permet du coup de faire des prestations beaucoup moins chères à des gens qui sont véritablement en difficulté financière. Lorsque vous avez vraiment envie de faire un travail avec un professionnel, que vous en avez besoin, que vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise et avec qui il vous semble que vous pourriez faire un travail intéressant mais que vous êtes bloqué par l'aspect financier, il suffit de lui expliquer votre situation. Ça fait partie du métier du professionnel de vous entendre sur cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il va accepter toutes vos demandes, mais vous allez pouvoir échanger pour mettre en place un compromis. Par exemple, notamment si la gestion financière peut être intriquée dans votre trouble mental, si vous avez des conséquences financières qui sont liées à vos difficultés, ou alors si vous êtes dans une situation de dépendance avec quelqu'un d'autre et que cela vous empêche de vous sortir de cette situation défavorable, certains professionnels
vont être tout à fait aptes à l'entendre et vont pouvoir faire des compromis. Après, c'est vrai que parfois, dans certaines villes, les tarifs de psychothérapie peuvent paraître très élevés. Par exemple, le fait qu'à Paris, les loyers soient vraiment hors de prix, ça fait que ça augmente inévitablement le prix des consultations. Ensuite, pour finir, il faut vous renseigner auprès de votre mutuelle, parce que si on a vu que les consultations par les psychiatres étaient remboursées par la sécurité sociale, il faut faire attention parce que parfois il y a beaucoup de dépassements d'honoraires, et en fonction de votre mutuelle, ces dépassements d'honoraires pourront être couverts. Et ensuite, certaines mutuelles, même si elles sont plus rares, remboursent les consultations avec un psychologue, donc renseignez-vous pour savoir quelles sont les modalités plus précises. Attention, depuis le tournage de cette vidéo, il y a déjà eu des nouveautés. En effet, moi je viens du futur, enfin du même présent que vous quoi. Depuis le 23 mars, plusieurs fédérations de mutuelles et d'assurance santé se sont engagées à rembourser les consultations des psychologues libéraux à hauteur de 60 €. Ce qui est vraiment une avancée très positive. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien malheureusement, actuellement, on ne peut pas encore vous le dire exactement puisque les conditions d'application de ces remboursements sont encore un petit peu floues. Par exemple, on ne sait pas s'il y aura besoin d'une prescription médicale ou non. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne parle pas ici encore malheureusement du remboursement par la sécurité sociale, mais bien des mutuelles, et que ça veut dire que les choses sont en train de changer et qu'il va y avoir encore certainement beaucoup de modifications, d'évolutions, d'expérimentations avant qu'on arrive à une situation stable. Donc ce qu'on peut vous proposer, c'est que lorsque tout sera un peu plus clair, on pourra faire une vidéo récapitulative des avancées qu'il y a eu concernant les psychologues, mais il semble qu'on aille dans le bon sens. Bon, maintenant qu'on a vu ces parties qui étaient indispensables mais malheureusement très longues, on va arriver à une partie qui est selon moi la plus importante. Et dans cette partie, on va insister sur le fait qu'il faut connaître ses besoins et savoir les faire respecter. Parce que oui, il y a des choses que vous ne devez pas hésiter à demander à votre psy. Et oui, parce que quand même, souvent, lorsqu'on va voir un professionnel de la santé, on se sent impressionné, on se sent dans une position inférieure face à une personne qui a plus de savoir que nous. Et du coup, on en oublie que cette personne-là est là pour nous aider et qu'il n'y a aucune question concernant votre santé et vos soins que vous n'avez pas le droit de lui poser. Si vous n'avez pas très bien compris quel est le métier de cette personne, comment elle travaille, quelle est son approche, ce ne sont que des choses que vous pouvez et que vous devez lui demander. Parfois les patients pensent que ça peut être quelque chose qui va être mal pris, qui va être perçu comme agressif ou comme arrogant, mais absolument pas. Ça fait partie du métier du professionnel, de savoir comprendre votre demande et en sachant ce que lui il propose, de savoir évaluer s'il va être capable d'y répondre. Ça fait également partie du travail des professionnels de connaître leurs limites, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas en mesure de vous aider, de prendre en charge votre trouble pour une question de métier ou d'approche, ça fait partie de la déontologie de vous le dire et de vous aider à être orienté ailleurs. Donc il y a vraiment des moments clés quand vous allez chercher un psy que vous ne devez pas négliger. Et ça commence dès le premier coup de téléphone. Lorsque vous prenez rendez-vous par téléphone une première fois, vous avez le droit déjà de poser quelques questions. Souvent déjà, ça va être un premier contact qui va être court bien évidemment, mais qui va servir à voir s'il est intéressant de prendre un premier rendez-vous. Et ensuite, la première consultation va évidemment être un élément clé. C'est le moment où vous allez faire connaissance avec le psy et où vous allez lui expliquer votre problématique. Donc lors de cette première consultation, lui, bien sûr, il va vous évaluer et évaluer votre demande, mais vous aussi, vous allez quelque part aussi être en train de l'analyser. Et c'est normal, donc sachez que s'il y a la moindre chose que vous ne comprenez pas, si pour quelque raison que ce soit vous avez des interrogations ou des malaises, vous avez le droit de poser la question et vous avez le droit d'exprimer ces interrogations. Vous pouvez demander au psy quelle est son approche, quelle est sa manière de travailler, comment est-ce qu'il fixe ses objectifs avec vous, etc. Ensuite, je rappelle que chaque fois que nécessaire au cours du suivi, lorsque vous ressentez un malaise, il faut l'exprimer et il ne faut pas hésiter à poser des questions. Ça va vous aider vous, mais ça va aussi aider votre psy parce que parfois il y a des blocages comme ça que le patient n'exprime pas et qui du coup ne permettent pas à la psychothérapie d'avancer. Et ensuite, à un niveau au-dessus, évidemment, si l'on ne se sent pas respecté, on a le droit de mettre un terme et de partir. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la thérapie et partir en claquant la porte à chaque fois qu'il y a la moindre difficulté, parce qu'au cours d'une psychothérapie,
il y aura des difficultés, ça fait partie du travail, mais lorsque vous exprimez un malaise à votre psy, il doit savoir vous entendre et vous expliquer ce qui est en train de se passer. Pour finir, je voudrais mentionner le fait qu'il existe des listes de professionnels par rapport à des problématiques particulières, notamment ce qu'on appelle les listes safe. Par exemple, si vous faites partie d'un groupe qui subit des oppressions, il existe des listes de professionnels qui sont le fruit du bouche à oreille et des patients qui ont rédigé ces listes pour répertorier les professionnels qui sont sensibilisés à ces oppressions. Par exemple, une liste de professionnels qui sont formés sur les questions LGBTQ ou les professionnels qui sont informés au sujet du racisme et qui ne sont pas oppressives sans le vouloir auprès des personnes racisées, etc. Ensuite, vous pouvez également penser à vous renseigner auprès de certaines associations spécialisées, par exemple sur les violences conjugales, sur l'homophobie, etc., etc., qui ont parfois leur propre répertoire de professionnels avec qui ils ont l'habitude de travailler. Je mettrai en description de cette vidéo des liens qui vous permettront de trouver des références de ce type, ainsi que les numéros des lignes d'écoute, parce que si vous êtes en difficulté, en crise à un certain moment et que vous ne savez pas vers qui vous tourner, il y a les lignes d'écoute. Ces lignes d'écoute sont également là pour vous écouter et vous orienter. Et la dernière option, si vraiment vous êtes en difficulté, que vous n'avez pas du tout les moyens d'investir dans une thérapie et que vos troubles sont suffisamment légers pour pouvoir vous passer au moins temporairement de l'aide personnalisée d'un professionnel, il existe des ouvrages, des livres qui vous permettront de vous informer et de faire peut-être un premier travail qui pourra déjà vous aider. Si ce genre de livre vous intéresse, restez attentifs sur la chaîne parce que je vous en présenterai certains qui sont de qualité en vous les résumant. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo dans laquelle il y avait beaucoup d'informations mais qui étaient très importantes. Je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, il faut vous abonner à la chaîne, poster des commentaires, partager les vidéos et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la psy du futur. Ciao!